L'allaitement est lui aussi un rite de passage permettant de négocier la séparation, de la symboliser. De tout temps, on a su que les soins apportés par la mère avaient pour but une indépendance future. Et la période de sevrage en est l'ouverture, marquée par l'apparition de l'objet transitionnel que tout le monde connaît, qui ne s'est jamais senti submergé par l'impératif de ces fameux doubles. Objet extérieur ou partie de son propre corps, l'enfant va acquérir, grâce à lui, la capacité d'être seul, même en présence d'un tiers. Ce bout de chiffon va lui servir de mère de substitution. La mère doit s'adapter au rythme de son bébé, de celui-là, pas de celui de son imaginaire, ni de celui décrit dans les livres. Et alors actuellement, on a été tellement submergé par les bouquins qu'on ne sait plus comment se conduire avec son enfant. Et l'enfant doit reconnaître que l'intensité de son désir ne va plus rencontrer forcément celui de sa mère, le grand autre de cette mère phallique, c'est-à-dire toute puissante selon lui. Car la mère doit faire reconnaître peu à peu qu'elle désire aussi ailleurs. Et le nom du père va devenir la métaphore du désir maternel. L'enfant se trouve alors face à une rivalité inégale, mais nécessaire pour ne pas être englouti dans une relation fusionnelle. Quelle place la mère donne-t-elle au père de l'enfant? Quelle place donne-t-elle à ses autres enfants? Comment ses désirs s'orientent-ils? Pour résumer ces trois passages dont je viens de vous parler, je vais me servir de termes utilisés par Lacan pour décrire le chemin de cette différenciation. Dans un premier temps, c'est le temps de l'imaginaire. C'est la période de la grossesse et de la première rencontre. C'est une période de l'œuvre, de fusion, de non-différenciation. Il n'y a ni curiosité ni idée d'indépendance. Rester dans ce domaine de relation, c'est se fermer au monde, c'est entrer dans la psychose. Puis c'est l'apparition du réel. On trouve dans cette notion le concept de la fonction paternelle. C'est la place du père, en tant qu'il fait partie du désir de la mère et qu'il va bien falloir que l'enfant compose avec lui. Mais il faut aussi situer dans ce réel l'attachement de la mère à ses autres enfants, mais les théories ne tiennent pas encore suffisamment compte. Cette place que la mère accorde à son mari et à ses enfants m'a paru assez sous-estimée pour que j'écrive sur ce que j'ai appelé le complexe de Carin. Et le symbolique serait le lieu où se réactualisent les traces laissées par la traversée de l'imaginaire et du réel. L'enfant renonce à ses désirs de base, mais le chemin que sa mère et lui ont parcouru pour en arriver là, c'est leur chemin. Il est unique. Il est différent selon les enfants. C'est parce que la mère aura mis des mots justes sur son désir, qu'elle sera claire sur l'intensité de ses liens familiaux, que le moi de l'enfant pourra les reconnaître et se construire. Et pour parler de l'intensité de ces liens familiaux, je vais peut-être vous étonner, mais je convoquerai la grand-mère. S'il est admis que l'homme doit quitter sa mère pour s'attacher à sa femme, le même conseil n'est pas donné à la femme. Aucune incitation à devoir quitter sa mère ne lui est faite. C'est que dans le pouvoir secret attribué à la fonction maternelle, la vraie transmission se fait de mère à mère. Dans l'amour qu'une femme se porte, il y a un lien étroit avec l'intensité de la relation avec sa propre mère, quelle qu'ait été l'évolution de cette relation. L'enseignement de certains drames familiaux peuvent conditionner plusieurs générations. Cette grand-mère qui s'était jetée dans un puits a laissé une fille sans force qui engendrait à son tour des filles sans pouvoir sur les hommes. Je pense aussi à ces femmes qui n'ont pas su se libérer de leur attachement à leur mère et qui désirent des enfants pour être comme elles, pour prolonger ce qu'elles ont connu. Alors, faut-il tuer la grand-mère maternelle, comme nous le suggère l'histoire du petit chaperon rouge? Car ne nous y trompons pas. Cette femme qui envoie sa fille rejoindre sa grand-mère avec des recommandations de danse ne passe pas par le bois, pensez. Elle passe forcément par le bois. Elle se débarrasse bien de l'une comme de l'autre. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des moments où mère et enfant sont lourds à porter pour une femme. Lorsqu'une mère est trop lourde à porter, il peut très bien y avoir rupture d'allégeance. Mais il ne peut y avoir rupture du lien biologique ou du lien fantasmatique. Ce lien fantasmatique, on a commencé à en parler quand on a parlé des dénis de grossesse. Parce qu'il semble bien que c'est parce qu'il y a absence de ce dernier lien fantasmatique entre la mère et l'enfant que peuvent apparaître plus tard les dénis de grossesse.
Si dans notre jargon si on peut parler de tuer le père, les gens lui disent j'ai tué mon père, j'ai tué la mère. Bon. Eh bien, je reste persuadée que si le meurtre du père est peut-être possible, le meurtre de la mère reste inenvisageable. Si la mère que nous décrit Winnicott, juste assez bonne, est un bon repère dans les moments d'incertitude, elle ne fait pas rêver. Celle de nos manifestations oniriques, qu'elles soient majestueuses, calmes ou en furie, fées ou sorcières, citadelles ou cathédrales, donne une idée de la démesure de l'attachement que nous éprouvons à son égard. Il n'en reste pas moins que devenir femme va demander à la fille de prendre des distances avec sa mère. La féminité est une acquisition contre la mère. Le besoin de séduire un homme va entraîner une désidéalisation de l'imago maternel, et les relations mère-fille à l'adolescence sont empreintes de cette rivalité. Il faut bien se rebeller pour échapper à un lien si fort. L'attachement éduqué au père n'annule pas l'identification à la mère. On le perçoit dans l'anorexie. Il a fallu 3 générations d'analystes, au moins, femmes ou hommes, pour qu'émergent des analystes capables d'écouter en femme, pour trouver un sens dans cette sensualité existant entre la mère et l'enfant et son rôle dans le désir ou le non-désir de la femme pour l'homme. On assiste fréquemment de nos jours, dit Françoise Couturier, à une communauté de pensée entre les filles et leur mère. Elles portent les mêmes robes, comme si elles étaient dans les mêmes peaux, ce qui accentue les absences de limites. Mais qui s'est posé la question du rôle des fameuses poupées Barbie dans l'identification des filles à leur mère? Quid des gros poupons qui les rapprochaient d'un statut maternel? Ils ont été remplacés par des pin-up, nourrissant des fantasmes de séduction, que leur mère, restant elle-même séductrice de plus en plus tard, insulte allègrement. Le fameux syndrome du comptoir des cotonniers a encore de beaux jours devant nous. Les filles trouvent dans ces mères un miroir très convenable, donnant envie de leur ressembler. Et très astucieusement, quelqu'un m'a fait remarquer, et les fils devant ces mères qui restent toujours jeunes. Eh bien oui, on va y penser. Après un divorce, nombreuses sont les mères et leurs filles qui resserrent leurs liens devenant inséparables. L'homme n'est plus de la même façon au programme de leur vie. Dans l'éternel et regrettable combat que se livrent les deux genres, les femmes se rassurent entre elles. Économiquement, elles ont appris qu'elles pouvaient se passer de l'homme, et c'est tout un équilibre culturel qui bascule et qui demande réflexion. Ce qui est vrai, c'est que le nouveau statut de la femme se déplace sur le terrain de l'homme, avec les mêmes désirs de réussite, et que la maternité semble maintenant poser problème. Elisabeth Badinter se fait le chantre de cette nouvelle condition féminine avec une certaine pertinence, sans pour autant être plus rassurante. Alors il est vrai que les exigences vis-à-vis de la femme deviennent démesurées. Il faut qu'elle se doit d'être excellente partout. Il faut qu'elle soit bonne mère, bonne fille, bonne épouse, bonne professionnelle, elles ont tout à prouver. Alors Badinter fait remarquer que les nouvelles exigences de la maternité étant énormes, les jeunes femmes n'en peuvent plus. La mère est considérée comme responsable de l'évolution affective, physique, intellectuelle de l'enfant. Ces exigences sont devenues telles qu'elles hésitent à mettre des enfants au monde. Et puisqu'on a moins d'enfants, autant qu'ils soient parfaits. Car c'est la santé physique et affective de l'enfant qui est censée porter l'état de la société de demain. Et ça, c'est très important, parce que je ne sais pas si vous le sentez, mais de plus en plus, la société met la main sur la famille. C'est même souvent des exigences sociales qui obligent certaines femmes à avorter. Si l'enfant n'est pas correct, n'est pas conforme, on ne le garde pas. Mais quel sens donner à ce mot affectif dans une perspective où la réussite matérielle et intellectuelle prend le pas sur toute autre orientation? Elisabeth Badinter concentre ses critiques sur la Leipzig, et ça aussi je vais en parler parce que vous allez voir comme de cette façon on met le père de côté. J'en parle parce que ce mouvement de prime abord irréprochable mène à des attitudes que je n'hésite pas à qualifier de perverses. La perspective de la Leipzig est elle aussi de produire des enfants parfaits. Que ne serait-on prêt à sacrifier pour atteindre ce but? L'allaitement, la demande prolongée jusqu'à l'âge de 2 ans est accompagnée de conseils, comme de partager le lit de l'enfant jusqu'à 2 ans et plus, dans le but d'un meilleur confort pour l'un et l'autre, puisque l'allaitement doit se prolonger jusque dans ces moments-là.
Il y a une nécessité évidente à ne pas vouloir réaliser que ces allaitements interminables mettent le père dans une drôle de situation et que ce choix d'une maternité idéalisée se fait au détriment de la vie de couple, en même temps qu'il s'oppose à ce que l'enfant prenne sa juste place. Dans cette relation, on met le père dehors. Et on se demande qui règle des comptes avec qui. Alors, il est un fait que, là-dessus, la Lecce joue allègrement, il est un fait que beaucoup de femmes comblées par leur enfant ressentent moins d'attirance sexuelle pour leur compagnon, voire même non plus du tout. Mais s'il faut respecter ce moment qui se présente dans la vie de beaucoup de couples, il ne faut pas non plus le favoriser. Priver le père de parole sur son désir, c'est d'aller vers une dissociation du couple. Et il est faux d'avancer que les enfants longtemps allaités sont des enfants plus éveillés. Les regards, les paroles, les gestes, les jeux sont ces échanges qui éveillent vraiment les enfants et les tirent vers le haut. L'une de mes amies, qui est une fille extraordinairement intelligente, il y a une trentaine d'années, elle avait essayé cet allaitement très tard. Et un jour, elle s'était absentée 4 ou 5 jours, elle a vu son fils se précipiter à sa rencontre en courant. Elle m'a dit, mais c'est pas moi qui voulais, c'était mon sein. Elle dit, là j'ai compris que je n'étais pas une personne pour lui, que j'étais encore un sein. Elle dit, j'ai tout de suite mis le haut là dans ma relation avec mon fils.